tant que mère, comment est-ce que vous avez cette fierté d'annoncer à vos enfants votre mère est candidate pour être députée? Mais j'ai fait asseoir mes enfants pour dire venez, je vous explique quelque chose, asseyez-vous. On m'a dit qu'on veut que tu sois candidate pour être députée. Toi? Vous avez fêté Noël devant votre hôtel pendant 2 ans, avec votre famille. Vous avez des enfants. Malgré tout, vous prenez ce courage-là de vous dire non, on va devant l'hôtel et on continue. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vos enfants ils vous disent en fait? Vous savez, le 24 décembre, il fait très froid. Les enfants, ils pleuraient. Maman, il fait froid. Maman, j'en peux plus. Maman, il fait froid. C'était vraiment pénible. Mais ils se sont trompés parce qu'ils ne savaient pas que devant eux, il y avait des guerrières. On prenait les tambours, on tapait, l'hôtel se vidait. On vous dit dans une interview que les femmes de chambre sont passées de 800 € à 1900 à 2100 €. Mais quel est votre sentiment? La lutte, la confiance en soi, ça paye. Bonjour à tous et bienvenue dans Au cœur des convictions, un podcast où la politique s'efface et on met en lumière l'être humain. On met en lumière le parcours, la réussite, les échecs. On apprend et on aspire aussi justement à comprendre ce qui se passe réellement dans l'envers du décor de ces personnalités politiques qui nous impactent. Et aujourd'hui, je suis très, très, très honorée d'être avec une personne que j'ai tant cherchée. Où c'était pas facile de la voir. Et aujourd'hui, je suis avec Madame Rachel Raissa Keke. Bonjour Madame Keke. Bonjour. C'est vraiment un honneur de vous recevoir aujourd'hui et c'est une immense joie, hein, vraiment. On rappelle que c'est une femme de dignité, une femme de poigne, une femme de courage. Donc, je suis vraiment, vraiment honorée et enchantée. Vous êtes du coup née à Abobo, en Côte d'Ivoire, dans une fratrie de 11 enfants. Donc voilà, on va vraiment revenir sur votre parcours. Comment est-ce que vous avez vécu votre vie de Abobo à l'hémicycle? Ah, ça, c'est... Alors, justement, vous êtes né à Abobo dans une fratrie de 11 enfants et on aimerait savoir à quoi ressemblait votre enfance, en fait. Déjà, merci beaucoup pour l'invitation. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là et puis d'échanger aussi avec vous. Je viens d'une famille très, très, très pauvre. Il faut dire parce que ma mère, elle vendait les vêtements des enfants au marché d'Agamé et mon père, il était conducteur de bus. Donc, imaginez... Le salaire, à l'époque, c'était à peu près 100 000, c'est-à-dire 150 et quelques euros. Ouais. Voilà. Donc, on était vraiment dans une famille très, très, très pauvre. Quand j'ai été élue, d'autres pensaient que mon père était peut-être ministre ou bien non, c'est pas ça. Mais en fait, c'est ma mère qui m'a forgé, qui m'a donné cette force-là. Parce qu'en Afrique, quand vous êtes des filles, vous travaillez beaucoup avec votre maman. C'est ça. Donc, je partais à l'école, mais quand elle quittait au marché pour venir, après son commerce, à la maison, je faisais à manger avec elle, je faisais tout avec elle. Elle m'apprenait à faire manger, à faire la vaisselle, à faire tout. Donc, après, quand ma mère est décédée, aujourd'hui, je me rends compte qu'elle m'a beaucoup appris parce que ça a porté le fruit. Puisque derrière, après son départ, c'est moi qui me suis occupée de mes petits frères. D'accord. Et vous dites justement que dans votre livre, elle est décédée quand vous aviez 12 ans, alors qu'elle était enceinte. Et vous dites justement qu'elle vous a appris beaucoup de choses quand vous étiez jeune, comme si vous sentiez que finalement elle savait qu'elle allait partir. Mais bon, à 12 ans, je ne peux pas dire si je savais qu'elle allait partir. Ça n'a pas commencé à 12 ans en fait. D'accord. Mais je pense que quand j'ai eu peut-être 6 ans, 10 ans, c'est là qu'elle a commencé à m'apprendre à faire manger, à faire plein de choses. Mais par contre, quand ma mère est décédée avec cette grossesse-là, ça m'a beaucoup choquée. Je n'ai pas compris pourquoi. Parce que quand elle était malade, mon père l'amenait chez un guérisseur. Il n'y avait pas d'argent. Et il partait chez un guérisseur et il n'avait pas eu les sous pour l'amener à l'hôpital. C'est pour ça qu'elle est décédée même à la maison, avec une grossesse de 7 mois. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu un guérisseur, finalement, qu'est-ce que c'est pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est un pratiquant qui, voilà, la plupart en Afrique, quand tu es malade, tu vas chez lui et tu penses qu'il peut te donner des remèdes. Donc, ils ont des médicaments traditionnels qu'ils donnent aux malades pour se faire soigner. D'accord, donc c'est finalement un médecin traditionnaliste en fait. Oui, c'est ça. Avec des plantes, etc. C'est D'accord. Ça. On va revenir un petit peu sur votre parcours professionnel. Vous dites très souvent que justement, il y avait des métiers invisibles mais essentiels. Mais qu'est-ce qui vous ont appris sur la force, la patience en tant qu'ex-député? Qu'est-ce que ces métiers vous ont appris aujourd'hui? Mais déjà, avant d'être députée, quand je suis arrivée en France ici à 26 ans, après, quand j'ai eu ma nationalité, je vivais dans un squat. Hein. Oui. Donc, quand j'ai eu mon titre de séjour, déjà, j'avais commencé à travailler comme caissière. Et quand j'ai eu mon fils, les heures ne m'arrangeaient pas. D'accord. Donc, je me suis dit où mettre l'enfant pour aller travailler, puisque je n'avais pas les moyens
Parce que pour que tu gardes une nounou, garde ton enfant par le travail, il faut vraiment avoir les moyens. Donc, on n'a pas de moyens. Et dans les magasins, souvent, on commence à 6 heures ou bien souvent, on commence à 9 heures pour finir à 18 heures ou 19 heures. Je n'avais pas le temps de m'occuper de mes enfants. Donc, j'ai fait que 1 mois. Après, je suis allée faire nounou, garder les enfants. Et les mêmes conditions aussi n'étaient pas bonnes par rapport à mes enfants. Après, maintenant, j'ai fait auxiliaire de vue, personne âgée. Personne âgée, oui. Où j'ai connu une dame qui m'avait vraiment rappelé le prénom de Elisabeth, de ma tante. D'accord. Une personne âgée que je me suis très bien occupée et vraiment qui me prenait comme pour sa fille aussi. Mais les conditions aussi ne me permettaient pas à l'époque de rester parce que j'avais aussi mes enfants. Et c'est une amie que je salue là, Misata Koulibaly, qui travaillait à l'époque, qui travaillait à l'époque à l'hôtel, qui m'a dit mais est-ce que ça t'intéresserait de travailler à l'hôtel? J'ai dit mais qu'est-ce qu'on fait à l'hôtel? Elle dit non, mais tu vas faire les chambres, les lits, tout ça. Que ça s'appelle femme de chambre. Je ne savais pas que les métiers de femme de chambre s'appelaient femme de chambre à cette époque-là. Donc, pour dire ce travail de métiers essentiels, comme je dis, qui tiennent ce pays debout et qui sont invisibles, dont on ne parle même pas. Parce que c'est pour ça que quand j'étais à l'Assemblée nationale, je disais, ils n'ont pas le droit de mettre en genoux ces métiers-là. Parce que ça participe dans l'économie française. Donc, ça fait beaucoup. Donc, ces métiers, normalement, devaient être visibles et bien payés, au contraire. Mais tu ne vas pas travailler difficilement comme être femme de chambre ou quand j'étais 30 chambres, 40 chambres, 50 chambres et à la fin du mois, avoir 600, 700, 800 euros. Minimum 1000 euros de salaire. En tant que mère, je crois que vous êtes une mère divorcée, hein, oui. Avec 5 enfants. Mais comment est-ce que vous avez tenu? Avec la précarité financière, la fatigue, les horaires, comment est-ce que vous avez tenu? Mais il faut dire aussi, c'est après la grève ou au moment de la grève, parce que comme on a tenu, ça dépend. Sinon, si c'est pendant la grève, mais on a tenu avec des caisses de grève. Oui, mais vraiment, avec votre salaire justement de femme de chambre, comment ça se passait en fait finalement? Mais c'était difficile, heureusement qu'on avait la CAF qui nous complétait un peu. Ouais. Parce que la CAF, quand tu as des enfants en bas âge, la CAF vous donne un peu pour pouvoir compléter. Parce que ils demandent pour que la CAF vous verse quelque chose, ils vous demandent vos bulletins de salaire pour voir combien est-ce que vous touchez. Parce qu'ils font le calcul de voir si tu touches trop, ils peuvent pas, si tu as assis, il y a un trop perçu, on ne te donne pas. Exactement. Mais quand ils voient que tu mets 500 euros, 400 euros, ils sont obligés de donner pour pouvoir. Mais ce n'était pas assez, mais on faisait avec. Exactement. On se privait. Moi, ça arrivait deux fois, je ne m'habillais même pas. Ça arrivait deux fois, c'était difficile pour moi. Voilà, parce que je me privais pour pouvoir faire plaisir à mes enfants. C'est ce que je faisais. Parce que imaginez-vous un peu un enfant qui va à l'école, qui n'est pas bien, qui n'est pas... C'est pas... Voilà. Donc, je me privais vraiment pour pouvoir mettre mes enfants... Voilà, pour pouvoir mettre mes enfants à l'aise et bien dans cette société-là. Waouh. Alors, on va parler forcément du 19 juillet 2019, hein, le début de votre grève à l'hôtel Batignolles. On rappelle quand même que vous avez fait 22 mois. Ouais. 22 mois de grève avec d'autres femmes de chambre. Mais à ce moment-là, en fait... Qu'est-ce qui se passe, en fait? Qu'est-ce qui se passe? 22 mois de grève. Comme j'ai dit, ce n'est pas 22 jours, c'est 22 mois de grève. Mois. Nous sommes allés en grève parce que le travail des femmes de chambre, c'est très difficile. C'est pénible. C'est un métier qui abîme le corps, qui te donne plein de maladies. Avec les produits toxiques qu'on travaille avec, on travaille souvent avec des produits remplis d'acide, où souvent on n'a pas de matériel pour travailler. Souvent, il y a le balai qui manque, il y a les aspirateurs qui sont en panne. Souvent, on n'a pas de gants. Et souvent, on n'a pas de masse, on aspire ces produits-là. Et on est mal payé, maltraité, on n'a pas le temps de manger. C'est du speed. C'est-à-dire, on n'a même pas le temps pour nous-mêmes. On n'a pas de temps de pause. On n'a pas le droit de prendre des ascenseurs. On n'a pas le droit de laver nos propres tenues. On n'avait pas tout ça. On n'a pas de chaussures qui est fournie par la société. Donc, souvent, il y a des femmes qui venaient au travail, qui ramenaient leurs produits, parce que souvent des produits qui manquaient même 2 fois. Donc, avec toute cette souffrance, cette maltraitance, et jusqu'à ce que l'ancien directeur de l'hôtel Ibis Les Batignolles aille jusqu'à violer une de notre collègue. Oui, on va y revenir. Oui. Voilà, jusqu'à ce qu'il aille voler une de notre collègue. Donc, avec toute cette souffrance, mais qu'est-ce qu'on s'est dit? On ne peut pas rester comme ça. Et les femmes de chambre de l'hôtel Ibis Les Batignolles, ce que j'aime, c'est des femmes guerrières, c'est des combattantes. Elles sont comme vous. Voilà, qui sont tout le temps dans la lutte, c'est-à-dire qu'elles sont toutes syndiquées. Et quand on dit qu'il y a une grève, elles viennent. Elles viennent parce qu'elles savent que se syndiquer, aller chercher nos droits, c'est dans la lutte.
Donc, on s'est organisé, on avait un syndicat qui ne nous défendait pas correctement. Donc, pour aller à cette grève-là, on a changé de syndicat. On a pris la CGT-HPE, c'est un syndicat de l'hôtellerie qui n'a rien à voir avec les syndicats de la sous-traitance. On avait la majorité des femmes, des salariés pour aller en grève. Et c'est comme ça qu'on a lancé la grève le 19 juillet 2019. Et vous racontez dans votre livre, que d'ailleurs je vous invite à lire, on va y revenir, vous avez raconté dans votre livre que vous avez fêté Noël devant votre hôtel pendant 2 ans, avec votre famille. Oui. Vous avez des enfants, et c'est-à-dire que malgré tout, vous prenez ce courage-là de vous dire non, on va devant l'hôtel et on continue. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mais parce qu'on a dit, soit on va jusqu'au bout, soit on ne reprend pas le travail. Parce que tu ne peux pas voir toutes ces souffrances. C'est comme notre vie aujourd'hui. Tu ne peux pas voir que dans la vie, tu souffres, et puis tu dis, je ne crois plus en rien du tout. Ou bien tu baisses les bras. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que vos enfants ils vous disent, en fait? Oui, mais moi, comme j'avais eu le canacapien et je mettais une attelle, mes enfants ne voulaient pas passer. On était souvent en plein froid, même en plein hiver. Wow. Et vous savez, le 24 décembre, il fait très froid. Donc, comme on n'avait pas le droit de rester devant l'hôtel Ibis Les Batignolles parce qu'on faisait du bruit à l'intérieur, le groupe Accord nous envoyait au tribunal et le juge a demandé qu'on baisse, c'est-à-dire le volume qu'on faisait de 70 décibels, c'est-à-dire on va rester là comme ça, on ne fait rien. Donc, en fait, le syndicat et nous, on s'est dit, bon, pourquoi ne pas faire le tour de tous les hôtels d'Ibis, d'accord, en France, que de rester là devant l'hôtel Ibis, pas de cris, rien du tout. Donc, c'est comme ça on a choisi l'hôtel, le nouveau hôtel de Châtelet. Et c'est là-bas qu'on a fait 2 fois Noël avec nos enfants. Et sur le froid, c'était vraiment pénible. C'est-à-dire, les enfants, ils pleuraient. Ouais. Maman, il fait froid. Maman, j'en peux plus. Maman, il fait froid. Mais c'est-à-dire que moi, je ne comprends pas. Tu travailles pour une société, tu travailles pour le groupe Accord. Et sachez que le travail des femmes de chambre fait que le groupe Accord a des milliards de bénéfices. Donc, pour dire que donner seulement de 250 € à 500 €, d'augmenter le salaire, ils ne peuvent pas. Pourtant, ils se font des milliards de bénéfices. Donc, ils ont dit, bon, on les laisse comme ça. Wow. On verra jusqu'à où est-ce qu'elles vont arriver. Et puis, c'est des immigrés. On peut faire ce qu'on a envie d'elles. On ne les paye pas. On les utilise, on les maltraite, on les humilie, on fait ce qu'on a envie de faire. Mais ils se sont trompés parce qu'ils sont tombés. Ils ne savaient pas que devant eux, il y avait des guerrières. C'est ça. Voilà. C'est ça, ils se sont trompés. Et moi, c'est pour ça que j'ai dit aux gens, il faut que notre lutte serve d'exemple à beaucoup de personnes. C'est-à-dire, ne te laisse pas faire. Parce que la lutte, c'est notre force. On n'a pas le choix. Tu n'es pas riche, tu n'as pas les moyens. Qu'est-ce que tu peux avoir de plus? Si ce n'est pas ta force, la lutte, et crois en toi-même et en ce qu'on fait. C'est clair. Mais vous racontez également aussi pendant cette lutte que des fois, vous recevez des insultes, des cafés, on vous balançait des choses par la fenêtre. Oui, parce que c'est des clients qui faisaient ça, ou bien c'était le personnel, je comprends pas. Non, c'est des clients qui faisaient ça. Un jour, on était devant l'hôtel Ibis Les Batignolles et comme souvent on se lève à 4 h du matin de chez nous pour aller prendre le premier métro à 5h30, on arrivait devant l'hôtel Ibis Les Batignolles parce que comme le groupe Accord ne veut pas nous écouter, mais il faut vider l'hôtel. Faut pas les laisser se faire beaucoup de sous. Non, parce qu'il y a des gens qui nous remplaçaient pour venir travailler. Donc voilà, c'est pour ça que nous, notre force, on se levait, on prenait le premier métro, on venait devant l'hôtel et on prenait les tambours, on tapait et sachez que l'hôtel se vidait. Vous regardez un peu les gens avec les valises en pyjama qui sortaient de l'hôtel. Et comme ils n'aimaient pas le bruit, mais ils ouvraient les fenêtres, ils nous jetaient des canettes. Je vous dis, à Châtelet, on était allé faire une nation à Châtelet. On était comme ça sous l'hôtel et il y a quelqu'un qui a pris un seau d'eau. On ne sait pas si c'est le client, on ne sait pas si c'est qui a pris un seau d'eau comme ça pour nous renverser dessus en plein hiver. Parce qu'on est en bas, on fait du bruit. Tu es dans un hôtel, tu dors. Qui nettoie ces hôtels-là? Ces femmes sont en grève. Mais si tu n'as pas envie de compatir avec ces femmes et tu verses un seau d'eau parce que toi, tu as envie de dormir, là, on ne va pas te laisser dormir. Voilà, on ne va pas te laisser dormir parce qu'à l'intérieur de ces 4 nuits-là, il y a des pleurs, il y a des souffrances, il y a de la maltraitance, il y a de l'esclavagisme et il y a du viol. C'est ce que les gens doivent comprendre. Justement. Et après toute cette lutte, finalement, vous dites dans une interview que les femmes de chambre sont passées de 800 € à 1900 à 2100 €. Mais quel est votre sentiment à ce moment-là? La lutte paye. La lutte, elle paye. Et j'ai toujours dit, la lutte, elle paye. Ceux qui ne croient pas en la lutte,
Mais ils se trompent. La lutte est paye. Et c'est tous ensemble. Et c'est avec l'union, avec cette solidarité qu'on a pu. Parce que ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est parti à 34 dans cette grève. Et la CGT Propriété a appelé les maris de certaines femmes chez eux à la maison pour ne pas que ces femmes viennent sur le piquet des grèves. C'est arrivé jusque appeler le mari des femmes. Oui, chez eux à domicile. Pour que les femmes ne viennent pas à la grève. Pour que les femmes ne viennent pas à la grève. Oui, moi je dénonce ça avec force parce que quand on souffre... C'est quand même une pression psychologique. Oui, mais on a eu la pression. En plus de la pression de l'employeur, et il y avait la pression aussi de ces syndicats-là. Ah oui. Mais oui. Et donc, ça a fait qu'il y a certaines femmes qui avaient peur de venir. Et le jour, ils étaient venus à 30 sur nos piquets de grève pour casser la grève. Pour casser notre grève, pour ne pas qu'on continue cette grève-là. Et ils ont réussi à prendre, quand ils sont venus, ils ont réussi à prendre 10 femmes. Donc, au total, on était 34, on a fini à 20. Wow. Voilà, on a fini à 20. Donc, la lutte, comme j'ai dit, je suis tellement fière pour dire que c'est vrai qu'ils ont eu, sur 34, ils ont pu convaincre 14 femmes à partir reprendre le travail, mais il y avait 20 guerrières qui étaient là, qu'on ne pouvait pas toucher et qui tenaient pour dire qu'on va aller jusqu'aux Jeux Olympiques, même si c'est jusqu'en 2024. On était déterminés. On était vraiment déterminés. Et aujourd'hui, moi, je suis tellement fière qu'après cette belle victoire, c'est le groupe Accord même finalement qui appelle pour dire non, mais ces femmes, elles sont déterminées, elles ne vont pas arrêter. Quoi. C'est clair. Elles ne vont pas arrêter. Donc, je pense qu'ils se sont dit, il est temps qu'on négocie, qu'on ouvre des négociations sérieuses. Et c'est ce qui est arrivé. Et justement, j'aimerais revenir sur ce dont on parlait tout à l'heure, le viol d'une de votre collègue par le directeur d'un hôtel. Vous l'avez dénoncé avec force dans votre livre. Et d'ailleurs, je suis vraiment désolée pour ce qu'elle a eu à vivre. Mais... Quelles ont été les procédures? Est-ce qu'il y a eu des plaintes? Est-ce que c'est quelque chose qui est fait de manière récurrente? Comment est-ce que vous l'avez appris? Et comment cette femme aujourd'hui, finalement, se sent? Quelle en est la suite, en fait? Moi, je me rappelle, mais je n'ai pas la date exacte. On arrive un jour au travail et toutes les femmes, parce que souvent on arrive à 8h30, et toutes les femmes sont là et le bureau ouvre, chacun rentre pour prendre ses papiers, ses rapports et tout. Et moi, ce jour, j'arrive et ma responsable, elle me dit... tu sais qu'aujourd'hui, tu ne fais pas les chambres parce que tu passes gouvernante. Et les femmes, parce que quand on vient au travail, on n'a pas le temps. Bonjour, bonsoir, les enfants, ça va. Et puis, chacun passe ses occupations. Et à l'époque, ma collègue, elle est arrivée. Et voilà, toute contente. Tout le monde était content, tout ça. Et chacun part travailler. Et moi, je monte au 4e étage. Je vois mon téléphone qui sonne. C'est ma responsable qui m'appelle pour dire il y a eu viol. Bon, j'ai pas... Tout le monde était bouleversé quand on a su que c'était le viol. Au départ, je ne comprenais pas. On n'a pas compris comment est-ce que ça se passait. J'en ai pas compris. Et c'est que j'attends dans d'autres trucs pour dire, oui, mais les femmes de chambre, elles ont comploté contre le directeur du BIS. Elles ont comploté, c'était du complot. Parce que quand c'est arrivé, elles rigolaient. Comme on va comploter contre un directeur du BIS Les Bâtiments. On ne savait même pas que ça allait arriver. Donc, on était sur le choc. Moi, j'étais sur le choc. C'est terrible. Voilà, j'étais tellement sur le choc, je me dis, comment est-ce qu'il peut faire ça en fait? C'est-à-dire, le travail même déjà où on est maltraité, où on est mal payé, où on ne nous écoute pas, encore venir profiter encore pour qu'il y a un viol sur notre collègue. Mais ça, c'était de trop. Et ce qui m'a plus choqué, c'est que la gouvernante de l'hôtel Ibis, les Batignolles du groupe Accord, ne voulait même pas qu'on parlait de ce problème-là dans l'hôtel. Ah oui, la gouvernante même. Oui, de l'hôtel. Ne voulait même pas qu'on parlait de ça. Même quand on parlait de ça, elle marchait sur les pointes de ses pieds, elle écoutait, elle appelait la société pour dire, dites à vos salariés d'arrêter de parler de ce problème-là. Donc nous, au final, pour ne pas qu'on soit licenciés avec les menaces, on a arrêté de parler de ça. Et c'est quand nous sommes rentrés en grève qu'on a fait ressortir ce problème-là. Heureusement, la fille, elle a beaucoup souffert. Après 7 ans, il y a eu un jugement qui s'est passé et il a été condamné. Voilà, il a été condamné avec mandat de dépôt. Je pense que c'est 7 ans de prison. Donc, elle est là, franchement, pour 7 ans, elle a beaucoup souffert. Elle ne veut même pas en parler parce que vous savez, quand tu subis un viol, tout le temps, c'est la femme qui ment, c'est la femme qui invente. Heureusement qu'il a reconnu. Parce que cette fille, on disait qu'elle avait inventé, que depuis 2017, pourquoi c'est maintenant qu'on en parle, pourquoi c'est maintenant qu'on dénonce. Pourtant, ils oublient que même quand il y a meurtre, ça dure même 10 ans, 20 ans avant de faire les enquêtes, on attrape la personne. Mais pour notre collègue, on disait, mais attends, depuis 2017, pourquoi c'est en 2019 que vous dénoncez? On était sous la pression, on ne pouvait pas.
Voilà, mais voilà, justice s'est rendue vraiment. Je pense qu'elle a retrouvé un peu. Ça n'a pas été facile pour elle, mais c'est encore difficile parce qu'elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui lui est arrivé. En tout cas, c'est incroyable. Votre parcours est tout à fait honorable. Maintenant, Merci. on va quand même un peu... Voilà, on va quand même un peu parler de Éric Coquerel. Bah oui, bien sûr. Forcément. Alors, quand du coup, il vient vous rejoindre dans les manifestations, comment est-ce que vous vous sentez? Quand du coup, il y a des députés qui passent, est-ce que vous sentez que justement votre travail est reconnu? Quel est votre sentiment à vous à ce moment-là? C'est ça, en fait, qui m'a poussé à m'adhérer à la France Insoumise. Parce que la France Insoumise, que les gens sachent que partout, il y a les salariés qui sont en grève, qui dénoncent l'injustice dans le travail. Mais la France Insoumise, elle est là. Les députés sont là pour porter, même dans l'hémicycle. C'est comme ça que j'ai su que notre lutte, en fait, c'est la politique. Parce qu'Éric Coquerel, il est venu, il mettait son écharpe, il nous accompagne dans beaucoup de choses. Et il a même déchiré sa carte de fidélité du groupe de l'hôtel Ibis Les Batignolles. Un acte très fort. Oui, pour nous apporter son soutien. Ça, c'était un acte très fort. La France Insoumise, c'est un parti, vraiment, il ne faut pas que les gens... néglige. Je suis désolée, je parle de ça parce qu'ils sont là pour le peuple, ils sont là pour nous. Ils ont été là. Éric, il nous accompagne jusqu'à la fin. Un jour, on vous demande de faire une campagne. Jean-Luc Mélenchon, il vous appelle. Quel est votre sentiment à ce moment-là? Mais en fait, c'est... Moi, comme j'avais décidé de dire après notre victoire, j'allais m'adhérer à la France Insoumise pour lutter avec eux. Parce que c'est un parti de combat, de guerrier, de lutte qui va avec. Donc, c'est comme ça que je vais en vacances. Parce que 22 mois, quand même, il fallait que j'aille un peu... On peut se reposer quand même. Il fallait que j'aille un peu me reposer. Et c'est comme ça, ça tombe, c'était la campagne présidentielle. Et c'est Éric qui m'a envoyé un message pour me demander, Rachel, t'es où? Parce qu'on voulait que tu... Est-ce que ça t'intéressait de faire la campagne de Jean-Luc Mélenchon? Mais j'ai dit, avec fierté. J'étais trop contente. Moi, auprès de Jean-Luc Mélenchon, c'est un honneur. Donc, je lui ai envoyé un message pour dire j'étais d'accord. Et ce jour, ce meeting, c'était à Montpellier. Et ça, j'étais pas encore arrivée, j'étais encore en vacances. Et quand je suis arrivée, j'ai fait le meeting je pense que c'est en 2022, de la place de la République. Je me rappelle, c'était le 5 mars. C'est comme ça, on a fait un grand meeting. Wow. Et c'est là, pour la première fois, où j'ai pris aussi la parole devant du monde. Il y avait tellement de monde. Moi-même, j'arrivais. Je me disais, waouh! C'est moi! C'est moi, voilà. Donc, malheureusement, il n'a pas été élu. Et c'est comme ça, maintenant, il faut qu'on rentre en campagne législative. Et justement, du coup, il vous propose d'être candidate. Et vous gagnez face à une ancienne ministre. Mais Non, déjà, on va commencer. Il vous propose d'être candidate. Vous rentrez chez vous, est-ce que vous l'annoncez à vos enfants? Alors, comment est-ce que, avec votre famille, ça se passe déjà? Bon, déjà, j'étais dans le GA de la France Insoumise à Chevilly-la-Rue. Donc, moi, je suis allée déjà une première réunion, deuxième réunion, et après la campagne, il y a le responsable du GA de Chevilly-la-Rue qui me dit Rachel, on veut que tu sois tête de liste pour les législatives. Bon, moi, tête de liste, il dit, c'est quoi tête de liste? Je ne comprends pas. Il dit, je veux que tu sois candidate pour être notre députée. Waouh. Donc, il dit, moi? Il dit, oui. Il dit, mais je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux être députée? Comment je fais? Parce que député, on les voit avec la cravate, tout ça, c'est quand même, une femme de chambre, c'est quand même un peu compliqué, quoi. Donc, ce qu'il m'a dit, tout simplement, oui, parce que la lutte que vous avez menée pendant 22 mois, et avec cette force que tu as, je sais que tu pourras nous représenter à l'Assemblée nationale. Wow. Et ça m'a donné cette force de croire déjà en moi pour dire, oui, ce qu'il dit, ce n'était pas faux, parce que notre lutte a été quand même historique, même dans le monde entier, les gens ont beaucoup parlé de ça. Et justement, moi, j'aimerais vraiment savoir, en tant que mère, comment est-ce que vous avez cette fierté d'annoncer à vos enfants, votre mère est candidate pour être députée? Mais j'ai fait asseoir mes enfants pour dire, venez, je vous explique quelque chose, asseyez-vous. Mais maman, qu'est-ce que tu veux nous dire? J'ai dit, mais asseyez-vous d'abord, je vous explique. Bon, il y a mon téléphone qui a sonné, qu'on m'a dit qu'on veut que tu sois candidate pour être députée. Toi? Et mon grand-fils me dit, maman, mais c'est bien. Wow. Il m'a soulevé. Lui, il est constant, il m'a soulevé. Franchement, les enfants étaient vraiment contents. Mais maman, est-ce que tu penses que tu peux y arriver? J'ai dit, si j'ai gagné une grève pendant 22 mois avec mes collègues, je vais gagner je serai élu. Parce qu'il faut pas douter déjà dans ce qu'on est en train de faire. Donc, j'ai dit, je pense, mais il faut faire la campagne.
Et je sais que comme je suis bien entourée, je sais qu'on va y arriver. Mais par contre, le GIA de Cheville-la-Rue attendait la réponse du national. C'est-à-dire, parce que là-bas, il y a tout un travail qui est fait pour voir qui part, qui part pas, tout un travail. Donc, c'est comme ça, finalement, ils m'ont accepté pour dire, bon, OK, et ta candidature est validée. Wow. Et justement, quand vous êtes élu, alors, les mêmes enfants à qui vous avez dit, vous allez voir, je vais gagner, quand ils voient que vous avez gagné, est-ce que vous voyez un peu le sentiment de fierté dans leurs yeux? De fierté, de joie, ils étaient contents. Et même quand mes enfants quittaient à l'école, maman, tu sais, souvent, surtout ma fille, ma dernière me disait, maman, tu sais, quand je leur dis tu es ma mère, ils disent que c'est faux. Ils disent que c'est faux. Mais pourquoi? Attends, c'est faux. Tu es sûr que c'est ta mère? Oui, mais c'est ma mère. Donc, il y a 2 ou 3 de ses amis qui vont leur dire, qui confient pour dire, oui, c'est vrai, c'est ta mère. Ah, mais tu as la chance. Donc, c'était avec une fierté tellement. Et souvent, quand elle vient à l'école, maman, tu sais qu'on a parlé de votre grève. Le professeur, il nous a parlé de ton histoire. Parce qu'elle, c'est comme ça, quand elle est émue, le professeur, il nous a parlé de ton histoire, maman, tu vas pas croire. Donc, les enfants sont fiers. Mais je leur dis, après cette joie, cette fierté, cette confiance qu'ils ont en leur maman, mais il faut qu'ils prennent des exemples. C'est-à-dire, au jour d'aujourd'hui, c'est difficile pour les enfants. C'est difficile pour les jeunes. Ils ne s'en sortent pas. Par exemple, moi, je peux dire les enfants qui ont le bac, qui cherchent des alternances qu'ils n'ont pas. Ouais. Et qu'il n'y a rien pour aider les jeunes. Parce qu'il y a une réalité qui sont passées. Moi-même, étant mère de 5 enfants, j'étais obligée d'envoyer ma fille qui est restée 1 année sans travail, de l'envoyer au Canada pour prendre un crédit, je le dis, pour prendre un crédit pour l'envoyer au Canada. Parce que quand j'étais là au Canada, les gens pensent que j'ai beaucoup d'argent. Non, j'ai pris un crédit pour l'envoyer parce qu'ici, elle a fait 1 année sans université. Et là, j'ai un deuxième qui est là aussi. Il n'y a pas d'alternance, il n'y a rien. Il est à la maison, il dort. Il cherche le travail partout, il n'a pas. Et il y a une 3e qui arrive. Et il y a combien de parents qui sont dans mon cas? Franchement. Il y a combien de parents, combien de jeunes qui souffrent, qui cherchent le travail, qui ne trouvent pas. Wow. Donc, il faut qu'on dise à nos enfants de lutter, parce que des enfants qui ne peuvent pas psychologiquement, mais ils vont faire des bêtises, ils vont aller vendre la drogue, ils vont aller voler, ils vont faire ceci, et après on les tape dessus. Mais qu'est-ce que l'État fait pour aider ces jeunes? Il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour ça que moi, j'ai aimé le programme de la France Insoumise. Dans son programme, il faut donner 1 100 € à la jeunesse pour aller à l'école, pour continuer les études. Ça, c'est important. Comme ça, les enfants, ils iront un peu plus loin. Il y a beaucoup d'enfants qui ont le bac, qui sont à la maison, qui font rien. Ouais. Et ça, c'est compliqué. Mais il faut il faut qu'on se batte pour ces enfants. Avec eux ensemble. Hein. Parce que pas que les mamans. Parce que les jeunes d'aujourd'hui, ils aiment ça, puis les parents font. Exactement. Non, il est temps qu'eux-mêmes, il faut qu'ils prennent les cornes par le taureau. Je voulais vous montrer justement ce petit extrait. Qu'est-ce qui s'est passé quand on vous a dit, ça y est, elle est députée, elle est plus gouvernante dans son hôtel? Vous, en tant que meilleure amie, comment vous vous sentez? J'ai sauté, j'ai crié, j'étais trop contente, je tenais plus. Je disais à mon mari, Rachel est députée, ah, c'est trop bien, Rachel est députée. Vous êtes émue? Franchement, le jour où je l'ai eu, je l'ai appelé, je l'ai félicité, je dis franchement, tu le mérites, tu le mérites. Mais bien avant ça, elle m'avait parlé de ça, elle me dit oui, je suis en campagne, j'ai dit non, lâche pas. Lâche pas. Je veux me présenter. Dis, vas-y, présente-toi, ne lâche pas. Tu peux, quand tu veux, tu peux. Elle me dit, oui, mais je n'ai pas fait de grandes études et ça ne veut rien dire. Regarde. On voit que vous êtes émue. Ouais. Vous êtes très, très émue. Oui, alors, quand je vous ai rencontré, alors j'ai vu que du coup, Léa était avec vous. Ouais, c'est votre amie d'enfance. De votre amie, vous êtes très émue. Votre ami d'enfance, et justement, on voit qu'il y a de la fierté. Hein. Il y a tellement de fierté. Je suis moi aussi émue. Donc, quand vous voyez justement que tous vos proches sont fiers de vous, j'ai également aussi vu votre belle-mère, justement, à Bobo, votre homonyme, Raissa Rachel, qui disait que je dois faire comme mon homonyme. Oui. Qu'est-ce que vous, en tant qu'ancienne femme de chambre, ça vous procure, en fait? Mais moi, je pense que c'est un grand honneur pour les gens. Et puis pour ma famille surtout, et pour mes amis, pour mon entourage. Et je vais dire aussi un grand honneur pour les Français qui ont voté pour moi. Parce que je l'ai ressenti quand on fait les manifestations. Le jour où j'avais pris la parole sur la réforme de retraite, je voyais des Français, je dis Français parce que c'est eux qui votent, hein, mais le peuple même, parce que c'est eux qui sont plus dans la rue,
venir tomber dans mes bras pour me dire ta parole était forte. Et il y a d'autres qui me disaient, mais lors de ta prise de ta parole, en ce moment, j'étais dans mon canapé et j'avais des larmes aux yeux. Que vraiment, tu es la personne qui fait résonner les murs de l'Assemblée nationale. Et il y a un monsieur qui me disait, Rachel présidente, j'ai dit, ah non, pas là. Oui, les Français sont fiers parce qu'il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Et je pense que ces personnes qui souffrent, c'est-à-dire ce bas peuple doit être représenté à l'Assemblée nationale. La France insoumise le fait, elle a compris parce que parmi ces députés, il y a une agricultrice qui est là-bas, il y a Sébastien Delogu qui était chauffeur de taxi, il y avait Caroline Fiat qui était une infirmière. Donc, la France insoumise, elle a compris ça. Elle arrive un peu pour mettre ces bas peuples-là dans les 4 murs de l'Assemblée nationale. Parce que être en face des ministres, c'est bien parce que tu expliques les conditions réelles des gens. C'est vrai qu'ils banalisent parce que ils savent pas. Quand tu dis ça, tu attends d'autres qui disent « Ah, bah nous, on a déjà travaillé. Non, mais nous, quand on était jeunes, on a fait... » Bah, si tu es jeune, si tu as fait le ménage, si ta maman a déjà fait le ménage, pourquoi tu ne votes pas des lois pour arranger la vie des gens? Pourquoi tu ne votes pas, par exemple, pour augmenter le SMIC lors de notre niche parlementaire où on demandait d'augmenter le SMIC à 1500? Pourquoi ne pas voter oui? On est d'accord d'augmenter le SMIC parce qu'il y a des gens qui vivent avec 800 €, 500 €, 400 € de salaire. Pourquoi ces députés ne peuvent pas le faire? C'est pour ça qu'il faut que les gens qui votent pour ces députés qui ne peuvent pas arranger leurs conditions de travail, il faut qu'ils regardent. Il ne faut pas voter parce que j'ai envie de voter, bien parce que j'ai quel candidat en face de moi, je ne l'aime pas. Non, ça n'arrange pas. Parce que la bourgeoisie, elle vote ces députés pour pouvoir les arranger. Mais nous, le bas peuple, pourquoi on refuse de voter? Pourquoi on ne regarde pas qui peut nous arranger, qui peut nous défendre? Et pourquoi entre nous, on s'en... Voilà, non, je n'aime pas Jean-Luc Mélenchon, je n'aime pas ceci, pas trop. Non, ce n'est pas le but. Parce que la France insoumise, elle fait beaucoup pour le bas peuple. Le jour de l'Assemblée, de la rentrée parlementaire, vous croisez Louis Boyard dans les toilettes. Ah oui. Et vous vous regardez, mais qu'est-ce qu'on fait là? Qu'est-ce qu'on fait là? Est-ce que vous avez ce sentiment d'illégitimité? Vous vous dites, peut-être que c'est pas moi qui dois être là finalement. Pourquoi est-ce que finalement c'est la première chose qui vous vient à l'esprit quand vous voyez Louis Boyard? Mais déjà, on était chaque mardi, on faisait la réunion passée de la France insoumise du groupe à l'Assemblée nationale. Et là, moi, je pense que quand j'ai fini, je me lavais les mains et lui, il rentrait et on se regardait. Qu'est-ce qu'on fait là, quoi, en fait? Et moi, je lui ai dit, bah, si nous sommes là, c'est que les Français ont cru en nous. C'est qu'on peut faire quelque chose pour eux. Donc, voilà, on s'est posé la question. On s'est dit, tu rentres, tu vois un truc comme ça, tu te dis, attends, femme de ménage, tu te retrouves dans les 4 minutes de l'Assemblée nationale, tu t'assois sur le truc, tu es en face de Martine Panot, Manuel Bompard, en train de faire des réunions. Bah, tu es là, tu te dis, attends, c'est moi ou c'est pas moi, c'est moi. Qu'est-ce que je fais là? Normalement, je devais être en train de, nettoyer les lits, mais je me suis dit, après, on s'est dit, mais si nous sommes là, c'est qu'il y a des gens qui ont cru en nous. Oui. Les Français ont cru en nous et c'est qu'on doit porter quelque chose à ce peuple-là. Donc, moi, après, lui et moi, on a eu cette force-là. C'est pour ça que dans l'Assemblée nationale, on a eu comment lui, Boyard, envers les étudiants, comment il les défend, comment il est tenace, comment il ne recule pas, comment il dénonce les choses. Et moi aussi, envers les métiers essentiels, envers les travailleurs dont on ne voit pas, les métiers invisibles. Parce que ma présence à l'Assemblée nationale représentait ces métiers maintenant qu'on parlait assez. Ça les rendait visibles. Ça rendait tout le monde visible, tous ceux qui faisaient ces métiers invisibles. Et vous, en tant que femme, justement, femme de chambre, femme noire aussi, est-ce que justement pendant votre mandat, vous avez eu à avoir des propos racistes ou même des comportements assez, on va dire, où les gens prennent un peu de distance avec vous suite à votre parcours? Ou alors, finalement, tous les députés, vous entendez avec eux? Comment ça se passait en fait? Bon, moi, déjà, dans mon parti, je suis la chouchou de la France insoumise. Moi, je dis ça aux gens, je suis la chouchou. La chouchoute. Voilà, la chouchou de la France insoumise. Voilà, la France insoumise me porte beaucoup. Je suis beaucoup dans leur cœur. Donc, les autres, bon, moi, j'ai pas de problème avec... moi, j'ai pas de problème. Je suis allée pourquoi les Français m'ont envoyé pour voter ce qui va dans leur sens, en fait. Mais les macronistes, ils ont l'air un peu de sous-estimer les gens. D'accord. Voilà.
Donc, sinon, avoir vraiment les mots déplacés, racistes, tout ça, je pense qu'il y avait un député macroniste à l'époque qui disait, quand moi je parle, ils n'attendent pas. Quand je m'exprime, ils n'attendent pas ce que je dis. Donc, un jour, on était en commission des affaires sociales et j'étais en train de prendre la parole et j'attends des bavardages dans la commission. Et c'est comme ça que j'arrête de lire et je leur dis, arrêtez de parler. Parce que quand je parle, vous n'entendez pas. Donc, arrêtez de faire du bruit, silence et écoutez ce que je dis. Parce que quand je parle, quand je m'exprime, vous n'entendez pas ce que je dis. Mais au moment où je m'exprime, pourquoi vous faites du bruit? Pourtant, donc, taisez-vous parce que je lis. Et pourtant, vous avez une voix qui porte. Hein. Donc, bon. dans la commission des finances, donc quand j'avais dit ça, oui, bon, comme d'habitude, hein, ils ont commencé à hurler un peu, et puis bon, après, ils se sont tués, j'ai lu mon test. Et votre collègue, justement, Carlos Bilongo, ouais. qui a vécu justement des propos voilà, inacceptables. Hein, qui retourne en Afrique. Et exactement, comment est-ce que vous, ça résonne en fait en vous? Parce que comment est-ce que vous le vivez? Est-ce que vous êtes proche de lui à ce moment-là? Est-ce que du coup la France Insoumise fait des réunions pour parler de ça? Comment est-ce que ça se passe? Carlos, quand on a entendu cette phrase, on l'a beaucoup soutenu. La France Insoumise a été beaucoup là. Le groupe allait même devant les médias pour parler. On était beaucoup auprès de lui. C'est quand même difficile parce que Carlos, c'est un Français, quoi. Il est français. Que ça ne déplaise, c'est un Français. Et quand on voit l'extrême droite dans l'hémicycle, c'est-à-dire un député de l'extrême droite prononcer ces paroles-là, c'est pour dire que mais là, c'est difficile. Imaginez-vous un peu qu'on est dans le pays. C'est-à-dire dans l'hémicycle. Un député du RN qui dit à Carlos qu'il retourne en Afrique. Rappelez, il faut que les gens pensent un peu, si on ne vote pas, on ne fait rien, et qu'ils ont le pays. Mais le racisme sera de haut niveau. Ça va devenir comment? Ça va devenir comment? Comment est-ce qu'ils vont diriger avec ces mots, avec ce comportement? Est-ce qu'il y avait d'autres partis politiques qui se sont indignés aussi, ou il n'y avait que la France Insoumise? Non, je pense qu'il y avait d'autres. Okay. Je pense qu'il y avait d'autres partis qui ont soutenu ça. Et puis, bon, comme d'habitude, hein, les médias qui disent non, mais c'est pas ce qu'il a dit. Il a parlé du bateau, il a parlé, c'est pas de lui qui parlait. De toutes les façons, quand ça va dans tous les sens, ça remue c'est-à-dire ça retourne le bateau, ça ramène, ça fait ceci, mais bon, c'est pas juste même si c'est pas lui que c'est quelqu'un d'autre, c'est pas normal. Ça ne se dit pas. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut donner ce pays où il y a jusqu'en première, deuxième, troisième génération, nous sommes tous les enfants d'immigrés et en même temps français et fiers de l'être parce que ce pays, quand même, nos parents, moi, mon grand-père a combattu, a fait la Deuxième Guerre mondiale. Le RN, c'est vrai que vous voulez faire la politique, mais il faut savoir faire la politique. Ne pas blesser les gens. Voilà. Parce que la politique, c'est pas de blesser les gens parce qu'il y a une histoire que vraiment, il faut que ce parti respecte. Et justement, vous parlez un peu de votre force. Et d'ailleurs, j'invite tous les internautes à lire ce livre, Cette rage dans mon cœur. C'est un ouvrage qui se lit très facilement. Véritablement, je vous invite à le lire. Et finalement, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous avez une foi ou quelque chose de métaphysique sur lequel vous reposez? Est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous avez une religion? Est-ce que vous avez quelque chose qui vous pousse chaque jour justement à vous surpasser, Madame Kéké? Mais moi, avant de parler de religion, déjà, c'est mon enfance. Mon enfance, la souffrance, parce qu'à 12 ans, perdre sa mère, et puis affronter... C'est traumatisant. Voilà, affronter des situations difficiles, c'est pas facile. Vous vous en rendez compte, à 12 ans, je m'occupais de toute une famille. Parce que le temps que ma tante arrive, je partais au marché, je venais, en même temps je partais à l'école, mais arrivé un moment, j'ai dit à mon père que je ne pouvais pas, parce qu'il faut se lever, il faut aller à l'école, il faut venir, il faut aller faire les courses, il faut venir, il faut faire à manger pour tes frères, il faut faire la lessive, tout ça. Arrivé un moment, je ne pouvais plus. Donc, j'ai grandi avec ce combat-là moi-même déjà, depuis l'âge de 12 ans. Je veux voir même l'âge de 10 ans, 12 ans, où j'étais avec ma mère. Et ça m'a donné cette force-là de continuer à lutter dans ma vie. Sinon, moi, mes parents sont chrétiens catholiques. D'accord. Et
Moi aussi, je suis chrétien catholique, puisque vous savez, à l'église, quand vos parents sont des chrétiens, ça rigole pas. Hein? Voilà, quand tu vas même pas à l'église, même pour manger à midi, c'est droit. Donc, voilà, mes parents sont de l'église catholique et moi, j'ai été baptisée, confirmée. Donc, je crois en Dieu. Et quand vous avez des moments un peu où c'est compliqué, etc., est-ce que ça vous arrive de prier? Ouais, mais moi, ça m'arrive de prier. D'accord. Ça m'arrive de prier. Mais moi, souvent, j'attends qu'il y a des gens qui disent souvent Dieu n'existe pas. Bon, c'est leur droit, c'est leur choix. Mais sachez que souvent, quand ces personnes sont malades ou dans une situation difficile, ah mon Dieu, ça sort. De manière naturelle. Ça sort. Tu es malade, tu es difficile, tu cherches. Ça sort. Vous voyez? Donc, moi, je ne peux pas minimiser ça parce que j'ai été élevée comme ça. Avec ma famille, j'ai été élevée comme ça. Donc, voilà. Chrétienne catholique, baptisée, confirmée. Dans votre livre, alors, Jean-Luc Mélenchon a écrit la préface et vous écrivez « Merci pour le grand dirigeant que tu es ». Quel est votre lien avec Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui? Mais j'ai dit tout à l'heure ici, le chouchou de la France insoumise, mais Jean-Luc Mélenchon, déjà, c'est quelqu'un de sage. Et moi, quand j'arrive dans un milieu, j'observe beaucoup et j'écoute beaucoup. Jean-Luc Mélenchon, c'est quelqu'un, un jour, j'ai discuté avec lui et il m'a fait sortir un tout. Il m'a dit, Madame Kéké, si vous étiez allée à l'école plus loin, mais je pense que vous allez cartonner parce que vous êtes très, 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 très intelligente. Il me l'a dit. Il dit, vous avez beaucoup là-dedans. Donc, c'est quelqu'un qui est humain. C'est quelqu'un qui écoute parler. Parce que souvent, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que Jean-Luc Mélenchon, il est gentil? Parce qu'à force de le diaboliser, Oui. Les gens, au final, ils se posent des questions. Et moi, je dis, c'est un homme en or. À part la politique, c'est quelqu'un de humain. Donc, il m'a adopté comme ça. Il m'a pris dans ses bras comme ça. C'est quelqu'un que j'apprécie. C'est pas quelqu'un d'arrogant. C'est pas quelqu'un qui rabaisse. Non. Jean-Luc Mélenchon. En tout cas, pour moi, pour l'instant, j'ai rien vu de mal placé envers moi que Jean-Luc Mélenchon a fait. Franchement, tout se passe bien et je lui souhaite beaucoup, beaucoup, beaucoup de bonheur. Je lui souhaite beaucoup, 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 franchement, beaucoup de choses dans sa vie. Parce que Jean-Luc Mélenchon, comme j'ai dit, Yaoufo Boigny disait à l'époque, le vrai bonheur, on l'apprécie lorsqu'on l'a perdu. Ils sont en train de taper sur Jean-Luc Mélenchon. Le juge ne sera plus là. Plus tard, ils vont l'appeler pour venir être consultant sur les plateaux de télé. Là, on aura besoin de savoir. Là, on aura besoin de venir dire ce qu'il pense de la politique actuelle quand il ne sera pas là. Donc moi, j'ai dit aux gens, il n'est pas encore tard. Il n'est pas tard. Il faut se ressaisir et soutenir ce monsieur-là. Parce que c'est quelqu'un de la France. Est-ce que vous croyez en lui? Est-ce que vous croyez qu'un jour, il pourrait être président? Mais moi, je veux qu'il soit président. Moi, je veux. Et je crois, j'ai la conviction que j'ai envie qu'il le soit. Et moi-même, souvent, il me dit, non, mais il faut qu'il paye. Non. Même si, bon, il a encore toutes ses facultés, il est encore là. Il peut être. Et il va être. Parce que comme j'ai dit, il va être. D'accord. Il va être parce qu'on va se battre pour. Il va être. Pourquoi tout le monde le diabolise? C'est parce qu'il a quelque chose de fort. Il faut que les gens sachent. C'est parce qu'il a quelque chose de fort. C'est-à-dire, il n'est pas au pouvoir, il n'est pas député, et c'est lui à longueur de journée, on le tape dessus parce qu'il a des positions qui ne les plaisent pas. Mais il faut que les gens se réveillent. Moi, je pense qu'il faut que les gens se réveillent. Jean-Luc Mélenchon n'est pas le mauvais. Au contraire, c'est parce qu'il est bon qu'on le tape dessus. Et si vous, demain, on vous propose un poste de ministre, est-ce que vous l'accepterez? Est-ce que vous envisagez justement un autre poste que député? Moi, si jamais... quand Jean-Luc sera élu, parce que je ne dis pas jamais, moi, je ne sais pas s'il va partir. Moi, quand on me demande, est-ce que tu veux que Jean-Luc Mélenchon se représente? Moi, je dis oui. Je veux qu'il se représente. Maintenant, si ce n'est pas lui, que c'est quelqu'un d'autre, mais si on me propose d'être ministre, mais moi, je préférais le ministre du Travail. Du Travail? Oui. Bah oui. Pour travailler, parce qu'il y a certains sous-traitants, il faut revoir les manières de fonctionner avec les travailleurs. Parce que moi, ça me tient à cœur. Parce que le travail est tellement pénible et que tellement difficile, et que souvent, quand tu fais un métier difficile, tu vas à la retraite, tu ne profites même pas de ta retraite, tu meurs. Et il y a des salariés qui meurent sur le lieu de travail dont on ne parle même pas.
dont on ne parle même pas. Donc, moi, j'ai envie d'être ministre du Travail. Si c'est possible, si c'est faisable. Maintenant, si ce n'est pas faisable, même si on me met, je ne sais pas, consultant, directeur de quelque chose, en tout cas, dans le travail, mais ça m'irait. Ça vous touche? Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire la phrase culte? Qui a déjà touché 800 € dans cette salle? Personne. On a besoin de l'entendre. Est-ce qu'on peut la réentendre? Okay. Donc, c'était lors de notre niche parlementaire sur l'augmentation du SMIC à 1 500 €, où j'attendais les députés débattaient de l'extrême droite, de la droite, etc., qui disaient que ce n'était pas possible, pourquoi ne pas leur donner des primes. C'est-à-dire ils oublient que ce n'est pas tous les salariés qui touchent des primes. Il y a d'autres qui touchent des primes, il y a d'autres qui ne touchent pas des primes. Et là, moi, je suis assise dans l'hémicycle et j'écoute la conversation des gens. Je suis dépassée. Et c'est comme ça que je me lève et je dis, mais j'aimerais savoir dans cette salle, je ne sais pas si c'est une salle, dans un hémicycle, qui a déjà touché 800 €, qui a déjà touché 900 €, 1 000 €, personne. Personne. Par mois, je ne vous ai pas dit par jour, par mois. Qui a déjà touché 800 €, 900 € par mois? Personne. Vous ne savez pas ce que c'est. Vous ne savez pas la souffrance des métiers essentiels. Quand vous demandez une augmentation des salaires, vous parlez, vous n'avez rien à faire ici. Qui a déjà touché cette somme? Personne. Les salariés de Monoprix, ceux qui ont servi la France pendant le Covid, le PDG a augmenté de 70% son salaire. Il vous demande seulement une augmentation des salaires, vous refusez. Quelle honte! Dans cette salle, je ne sais pas si ici c'est une salle ou bien je ne sais pas. Ah non, c'est dans l'hémicycle. J'ai dit OK. Dans cet hémicycle-là, qui a déjà touché 800 €, 900 €, 1 000 €? Personne. Personne. Vous ne savez pas ce que c'est que vivre avec 800 €, 1 000 € et 900 €. Je ne parle pas de 800 € par jour. Voilà, pas par jour. Hein, parce que d'autres disaient que, nous, j'ai dit non, je n'ai pas dit par jour, par mois. Qui l'a déjà touché ici? Personne. Est-ce que vous savez que cette phrase allait susciter autant d'émotions? Beaucoup. Et ça a eu des millions de vues, même jusqu'à l'international. Ah oui. Parce que quand j'ai été au Canada, les gens m'ont parlé de ça. Et ça a beaucoup tourné. Et même, j'ai vu ça aussi dans les médias, comme je suis d'origine ivoirienne, j'ai vu ça même dans les médias ivoiriens, où ils ont même mis cette prise de parole-là. Donc, ça a beaucoup tourné parce que quand tu parles du vrai vie des gens, mais c'est comme ça, il faut que les gens s'essaient de ça pour que ça tourne, pour que les gens comprennent que voilà comment on porte notre voix devant à l'Assemblée nationale. Parce que c'est là-bas qu'on vote les lois. C'est clair. Et je l'ai dit, c'est là-bas qu'on vote les lois. C'est clair. Parce que devant nous, il y a 3 boutons. Il y a pour, il y a contre et l'abstention. Donc, c'est là-bas qu'on vote les lois. Donc, si on veut que la vie des gens change, il suffit d'appuyer pour. Et justement, aujourd'hui, la jeunesse, nous, on va dire qu'on est un peu délaissés, un peu loin de tout ça. Et on entend des choses tellement horribles sur la politique. Voilà, c'est tous des malhonnêtes, etc. et tout. Et qu'est-ce que vous avez à nous dire, vous qui avez été dedans et qui, justement, vous encouragez la jeunesse à se lever et à se battre, en fait? Mais moi, je pense que c'est vrai, il y a certains politiciens qui ne disent pas la vérité. Mais est-ce que pour ça, il faut qu'on soit découragé? Est-ce que pour ça, il faut qu'on baisse les bras? Non. Moi, je pense plutôt qu'on dit l'avenir appartient à la jeunesse. Il faut que la jeunesse s'intéresse plus à la politique. Parce que quand vous dites que la politique, non, c'est pas vrai, les gens mentent, non, c'est comme ça. Mais si tu ne t'intéresses pas à la politique pour comprendre, comment est-ce que tu peux défendre les idées? Parce que si tu comprends la politique, la personne qui vient en face de toi te parler, tu sauras s'il dit vrai ou bien s'il ne dit pas vrai. La politique, elle est violente. C'est la vie, c'est comme ça. Dans notre vie, il y a des maladies qui sont violentes. Il y a des solutions qu'on ne peut pas trouver dans la vie. Par exemple, comme je disais tout à l'heure, le travail, tout ça là, c'est violent, c'est difficile. Tout est difficile dans notre vie. Donc, il faut s'intéresser à tout, surtout à la politique, et puis voter. Dire que je ne crois plus en rien du tout. Si tu ne crois plus en rien, c'est dans les 4 minutes de l'Assemblée nationale, on vote les lois. C'est les politiciens qui décident de notre vie. Si aujourd'hui la jeunesse doit bien se porter, ça dépend des politiques. Si aujourd'hui la jeunesse ne va pas bien se porter, ça dépend de la politique. Donc, occupez-vous de la politique, faites de la politique et ayez confiance en vous-même. Ça, c'est très important. Ayez confiance en vous-même. Je vais au travail, je ne trouve pas, je me bats. Parce que notre vie, tant que tu n'es pas riche,
Tant que tu n'as pas les moyens, ta vie, c'est un combat. C'est comme ça. Tant que tu n'es pas l'enfant de Bolloré, ta vie, c'est un combat. C'est une lutte. Tu ne baisses pas les bras. Tu luttes. Tu vas partout. Tu déposes tes CV. Tu te bats jusqu'à ce que tu te retrouves. Et même si tu te retrouves, tu te bats et tu parles de ça aussi à tes enfants. Si demain, tu es un père de famille, une mère de famille, tu parles de cette lutte-là aussi à tes enfants pour qu'eux aussi, derrière, ils prennent cette lutte-là dans leur vie. Donc, j'ai dit à la jeunesse, baissez pas les bras. La vie, c'est comme ça. La politique est faite pour nous décourager, pour ne pas voter. C'est une erreur. C'est fait de telle sorte qu'on soit découragé. Donc, à vous, la jeunesse, force à vous. Luttez, parce qu'on dit l'avenir appartient à la jeunesse. Et c'est vrai, vous voyez, tout le monde a commencé à prendre de l'âge. Et vous êtes où? Mettez-vous dans le travail, on vous attend. Merci. Génial, génial. Alors du coup, Madame Kéké, à chaque fois qu'on vous voit, tout ce qui ressort, elle est toujours humble, elle est toujours simple, elle aime danser, elle aime la joie. Alors comment, justement, en étant députée quand même des Français, comment est-ce qu'on reste humble? Comment est-ce que on reste Madame Kéké qui aime accueillir les gens, qui fait des câlins aux gens, qui est souriante? Mais moi, je pense que la vie où nous sommes sur Terre, l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Et puis, quand tu sais d'où tu viens. Parce que quand j'ai été élue, il y a beaucoup de personnes, surtout mon entourage, qui pensaient que non, c'est fini, on ne va plus la voir, elle ne va plus nous appeler. Mais non, moi, je préfère être près du peuple, être humble. Parce que ça ne sert à rien de mettre aussi les soucis. C'est-à-dire, tu as trop de problèmes et tu as les soucis, tu es clipsé, tu es dans ton coin, tu ne parles pas. Mais cette joie de vivre là, fait même qu'on ne sent même pas que tu as des problèmes. Moi, j'aime danser, j'aime chanter et j'aime danser. Parce que moi, c'est ça qui me fait. La danse, le chant et la joie de vivre et de parler avec les gens. Même si tu me fais un coup bas dans le dos, je suis dans mon coin, c'est vrai, je fais attention. Mais ça ne me rabaisse pas, ça ne me décourage pas. J'ai toujours cette force-là de danser. Au contraire, quand je danse devant mon ennemi, tu as dit qu'il m'attend tout ce que j'ai fait là, cette femme-là. Mais attends, tout ce que je fais, mais attends, on dirait que ça ne rentre pas là. Ouais. Voilà, attends, si tu me fais du mal, mais si tu ne veux pas de moi, je ne peux pas. C'est-à-dire, je ne peux pas prendre ça pour me soucier, pour me retrouver à l'hôpital. Je vais avoir un AVC. Mais non, je ne peux pas avoir un AVC. Ah non, parce que penser, ça fait monter les nerfs. Non, parce que dans le monde, il y a des gens qui sont méchants. Il y a des gens qui sont là, qui sont méchants, qui sont là pour te salir, pour te... Surtout moi, j'ai tellement de... Sur les réseaux sociaux, j'ai tellement de gens qui m'insultent, il y a tellement de racistes sur les réseaux sociaux. Il y a des gens même qui ne me connaissent pas, qui me prêtent des mots. Mais moi, je dis, au lieu de rester derrière ton ordinateur, mais viens devant moi. Moi, tant que tu es derrière ton ordinateur, je danse, je n'en ai rien à foutre, quoi. Voilà. Et quel est le quotidien de Madame Kéké quand elle se lève en général? Qu'est-ce qu'elle fait avec sa famille, les manifestations? Parce que actuellement, vous n'êtes plus en mandat, mais votre vie est toujours aussi animée. Je suis toujours partie. Quel est le quotidien de Madame Kéké? Matin, je me lève, je suis déjà sur le téléphone, je suis un peu les informations, je vois qu'est-ce qui s'est passé, je lis un peu, je regarde un peu. Et puis si je vois que je n'ai pas de sortie, je n'ai rien à faire. Mais je suis là, je fais mon ménage parce que je suis beaucoup maniaque. Donc, je nettoie un peu, je fais mon ménage, je fais le lit. Et puis, je réveille après, les enfants, ils vont à l'école. Après, je suis quelqu'un, je fais beaucoup à manger parce que j'adore. Okay. J'adore faire à manger. J'ai fait le CAP cuisine, 1 an où j'ai eu mon diplôme en CAP cuisine. Donc, la nourriture, la cuisine, j'adore. Donc, après ça, je regarde la télévision. Et puis, après, les enfants viennent. Qu'est-ce qui s'est passé à l'école? On discute un peu. Après, ils font les devoirs. Et après, vous voulez manger quoi? Oui, moi, j'ai pas envie de manger la sauce. Et tu veux manger quoi? Je fais les pâtes, je fais... Voilà. Et puis après, je mets la musique. Ah oui? Ah oui. Tout le temps? Ah oui, moi, je mets la musique. Moi, j'adore la musique, j'adore danser. C'est ce que je mets la musique. J'écoute souvent, je danse à la maison, je mets la musique. Et puis, après le soir. Mais depuis que je ne suis pas à l'Assemblée nationale, c'est comme si j'étais à l'Assemblée nationale parce que je suis invitée de partout. De partout. Donc, comme je dis, mon histoire, les gens sont tellement fiers de moi que quand il y a un débat, quand il y a quelque chose, on m'appelle pour me dire, on veut que tu viennes prendre la parole. Donc là, le 20, j'irai à Bruxelles. D'accord. Voilà, je vais à Bruxelles pour 4 jours. Après Bruxelles, il y a Berlin.
Il m'attend. Et puis, bon, après, je vais aller à Lyon. J'ai une tournée, pas possible. Et puis, je profite aussi pour vendre mes livres. Oui. Bon, je parle de mes livres, voilà, que les gens aussi achètent aussi beaucoup. Déjà, je l'ai dit merci, mais c'est pas assez. Ah oui, vraiment. Il faut y aller. C'est toute une histoire. Voilà. Il est vraiment incroyable. Très, très, très facile à lire et vous en ressortez grandi, en fait. On en ressort grandi plus sérieusement. Moi, j'ai lu ce livre et franchement, j'en ressors grandi. J'ai encore plus de force et de niaque et je suis tellement honorée de vous recevoir dans mon podcast. Vraiment, je suis vraiment, vraiment honorée. Donc, ouais, cette rage dans mon cœur, Bah oui. Vraiment, j'invite n'importe quelle personne vraiment à le lire et à vraiment connaître l'histoire de Madame Kéké. Au-delà des idées politiques, au-delà même de tout ça, on peut ne pas être d'accord. C'est ça. Le parcours force le respect. Le parcours force le respect et aujourd'hui, je vous tire mon chapeau. Hein. Merci. Mais c'est le but, c'est pour ça qu'il faut acheter le livre pour lire. Et puis, comme j'ai dit, ne pas mettre ça sous le matelas après lecture. Il faut prendre cet exemple-là et puis lutter. Parce qu'un jour, j'étais en direct, il y a une dame qui m'a dit « Mais Madame Kéké, vous m'avez tellement donné la force. Je faisais femme de ménage. » Elle dit « Je faisais femme de ménage et tellement qu'on me maltraitait, mais votre histoire m'a donné la force. Aujourd'hui, j'ai ma société. » Waouh! Ouais. Wow. Elle me l'a dit. Elle dit « Aujourd'hui, j'ai ma société. Mais c'est grâce à votre histoire. J'ai pris votre force et j'ai dit non, il faut que je me batte. Aujourd'hui, j'ai ma société et j'emploie 18 personnes. » Waouh! Voilà. Et je lui dis, la lutte, la confiance en soi, ça paye. Oui. C'est pour ça que je dis aux jeunes de ne pas baisser les bras. Tout est possible. Tout est possible. Tout est possible. Tu vas à l'école, tu as un niveau élevé, c'est bien. C'est possible. Tu n'as pas fait des études, ne baisse pas les bras. Ne te dis pas, comme je n'ai pas de niveau bac ou bien comme je n'ai pas un grand niveau, ma vie est fichue. Non. On peut rattraper ça quelque part. Parce que quand moi, je suis arrivé ici en 2000, j'avais 26 ans, j'ai compris le rouage de ce pays. C'est-à-dire, pour que tu sois entendu, il faut te syndiquer, il y a la lutte. Mais il faut se mettre dedans. Et je vous dis, la jeunesse, mettez-vous dans la lutte. Mettez-vous dedans, c'est important. La lutte, c'est une bonne chose. La lutte, elle fait vivre. La lutte, elle impose le respect. La lutte, elle fait que tu n'es plus humilié. On te respecte. C'est-à-dire, moi, quand je passe, vraiment, moi-même, souvent, je me réveille, je suis étonnée. Parce que les gens me respectent. Pourquoi? Parce que c'est parti d'un combat. C'est parti d'une histoire. C'est-à-dire, c'est parti de toute une histoire. De femmes de chambre, de femmes de chambre, femmes de ménage caissières, et jusqu'à l'Assemblée nationale. C'est toute une histoire. Je ne suis pas restée chez moi pour que je puisse l'avoir. C'est dans la lutte, c'est dans le combat, c'est la confiance en soi-même qui m'a mené là jusqu'à aujourd'hui. Donc, tout est possible. Et tout le monde peut y arriver. Tout le monde peut y arriver. Et justement, vous parlez beaucoup de votre maman. Et aujourd'hui, si elle avait été là, qu'est-ce qu'elle vous dirait? Et elle allait être heureuse. Parce que quand j'ai été élue, mon père, il était à la maison de retraite. Et il était malade. Vraiment, mon père, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour nous. Donc, il est parti, ça fait 1 an. Donc, quand j'ai été élue, la première des choses que j'ai faites, je suis allée le voir à la maison de retraite avec mon écharpe. Waouh! Avec mon écharpe. Et mon père, il était assis comme ça, il me regardait. Ma fille, il m'a dit, ma fille, je suis très fière de toi. Je suis très fière de toi. Continue, baisse pas les bras. C'est émouvant. Ouais. Mon père, il me l'a dit. Et après, comme ça, il est parti. Ça m'a beaucoup fait mal parce qu'il n'a pas profité de sa fille. Parce que je voulais vraiment l'envoyer à l'Assemblée nationale pour qu'il regarde, pour que... Puis, j'ai été élu 1 an après, puis mon père, il est parti. Wow. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui me bouleverse beaucoup. Et je vais profiter aussi pour vraiment remercier les élus de la France Insoumise qui m'ont beaucoup aidé dans ce décès-là, qui m'ont beaucoup accompagné. Donc, vraiment, la France Insoumise, ce n'est pas n'importe quel parti. Hein. Moi, je vous dis ça. J'ai l'impression que quand vous en parlez un peu comme si c'était une famille, finalement. C'est une famille. La France Insoumise, c'est une famille. Parce que, pourquoi j'ai dit ça? Parce qu'elle est proche du peuple. Quel que soit ce qu'on va dire, c'est le parti qui est plus proche du peuple. C'est le parti qui est là. On voit même, comment on appelle ça? On voit ça avec tout ce qui s'arrive en Palestine. Qui a été là, qui a dénoncé jusqu'au bout, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais c'est la France Insoumise. Là où il y a l'injustice, elle est là. On va pas se raconter des blagues. Là où il y a l'injustice, la France Insoumise, elle est là. Là où ça ne va pas, elle est là. Elle porte la voix des sans-voix dans l'hémicycle. C'est pour ça qu'il faut leur donner plus de députés. Moi, je le dis,
Je ne faisais pas la politique. Mais quand je suis rentrée dans ce parti, j'ai compris beaucoup de choses. Il faut être dedans pour comprendre. Il ne faut pas être loin pour qu'on les tape dessus pour juger. Il faut être dedans pour comprendre ce qui se passe. Ouais. Voilà. Et vous, Rachel, pas la députée, Ouais. hein, on dépose un peu le manteau. Vous, la mère, la sœur, la jeune fille d'Abobo, de quoi aujourd'hui vous êtes le plus fière aujourd'hui quand vous regardez tout ça? De rentrer dans l'histoire. Waouh. Rentrer dans l'histoire de la France et du monde. Je peux dire parce que dans le monde entier, quand on arrive, on dit c'est la femme de ménage qui a été députée. Mais les gens non, c'est pas elle. Ah non, mais je m'en sais fou, c'est vous. Donc, dans le monde entier, les gens en parlent. Et jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est une fierté de rentrer dans l'histoire et jusqu'à parler de mon histoire dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges, à l'école maternelle, à l'école primaire. C'est une fierté. Franchement, c'est une fierté. Souvent, il y a d'autres qui me disent « Tu ne t'en rends pas compte de ce que tu représentes. » C'est clair. Tu ne te rends pas compte de ce que tu représentes. De ce que tu représentes, tu ne t'en rends pas compte. C'est énorme. Et moi, quand j'attends ça... Et quand je n'ai pas été relue, il y a d'autres qui disaient que non, ça ne va pas. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Parce que toi, tu nous ressembles à l'Assemblée nationale. Tu nous représentes. Et comment est-ce que quelqu'un qui nous représente, on ne l'amène pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Et il y a beaucoup qui me disent, on veut que tu reviennes. On veut que tu reviennes. On veut que tu reviennes sur la scène politique. Mais je suis là. On attend. On attend. Donc bientôt, est-ce qu'on aura peut-être en 2027 un retour de Madame Kéké Si j'écoute les gens, pourquoi pas? D'accord. Ok. Voilà, pourquoi Très pas. bien. Alors, Madame Kéké, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter justement pour les femmes qui justement aspirent parfois à devenir comme vous? Je vais dire à ces femmes-là de ne pas dire on n'a pas envie de faire la politique, on travaille, on rentre chez nous, on ne s'intéresse à rien du tout. Moi, je pense que c'est une erreur. C'est une erreur parce qu'il est temps que les femmes sortent du silence. Il est temps que les femmes fassent de la politique. Il faut qu'il y ait plus de femmes dans la politique. C'est important parce que les hommes sont nombreux que nous. Ils nous font croire qu'on ne peut pas faire de la politique, mais c'est faux. Parce que vous voyez aujourd'hui, les femmes sont beaucoup victimes de violences par leur mari. Et ici, le gouvernement ne veut pas donner des moyens pour pouvoir protéger ces femmes-là. Mais si toutes ces femmes font de la politique, se battent ensemble, mais les moyens vont sortir. Donc moi, je pense qu'il est temps que les femmes fassent de la politique. On a besoin de plus de femmes dans la politique. Plus de femmes, des jeunes filles, plus de femmes dans la politique. Il faut. On a besoin plus de femmes. Venez, on va faire de la politique. Venez, même si on nous insulte, c'est pas grave. Venez, on va faire de la politique. C'est pas grave, venez. Même si on nous insulte, on nous fait ça, c'est pas grave. Venez, on va faire de la politique. La vie, tout est compliqué. Il n'y a pas quelque chose qui n'est pas compliqué. Ça, c'est clair. Tout est compliqué. Venez, on va faire de la politique, on vous attend. Et les travailleuses, les travailleurs qui se lèvent tôt le matin, 4 heures du matin, quand vous finissez vos heures de travail, venez dans les réunions, venez faire de la politique, venez prendre la parole. Même tu ne sais pas parler, ce n'est pas grave. Viens dire ce que tu sais dire. Venez les femmes, on vous attend. Venez, on va se battre, c'est important. Voilà, merci. Ben, dis donc. vous recrutez les femmes alors finalement. Bon, il faut qu'elles viennent dans la politique, il est temps. Ouais. Il faut qu'elles viennent, oui, il faut qu'elles viennent. Non, c'est Il n'y vrai a pas assez de femmes dans la politique, c'est pas Il n'y a pas normal. assez de femmes dans la politique, hein, ça c'est Il n'y clair. a pas assez. Il n'y a pas assez de femmes. Même quand on compte les présidents dans le monde entier, il y a combien de femmes qui sont présidentes? Peut-être qu'elles sont 2 ou 3. Il y a combien de femmes? Venez dans la politique. Ne laissez pas les hommes manger seuls. Venez. Bien, écoutez, on arrive à la fin de ce podcast. C'était incroyable. Merci beaucoup d'avoir été dans Au cœur des convictions. En tout cas, merci beaucoup aussi. Merci. C'était très, très, très émouvant. Vous êtes vraiment une femme de poigne qui force le respect. Donc vraiment, je suis très, très honorée de vous avoir eu dans ce podcast-là. Si vous avez été également touché par ce podcast, je vous invite à liker la vidéo, laisser des petits commentaires. Je les lirai et je suis très, 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 très honorée d'avoir eu Madame Kéké. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.